puis, nous démarrons de suite. On a 1 heure de webinaire sur les transitions collectives et on va commencer par un petit temps sur des informations. C'est parti. Bonsoir David. Alors Bonsoir, pour accompagner, faciliter ces gens qui ont envie de changer de métier, le gouvernement met en place un nouveau dispositif. Oui, alors c'est très officiellement lancé depuis ce lundi 1er février. Ce sont les transitions collectives. Le principe, aider un salarié dont le poste est menacé à basculer sur un nouveau métier qui recrute dans le même bassin d'emploi sans passer par la case licenciement. C'est pour répondre au vrai paradoxe de cette crise. Dans une même zone géographique, vous pouvez avoir une entreprise industrielle en difficulté, alors que d'autres, dans le secteur de la logistique, de l'informatique ou de la santé, par exemple, n'arrivent pas à recruter. Là, il devient possible d'organiser les reconversions à l'échelle des entreprises. Alors concrètement, ça se met en place comment? Alors, première étape, il faut d'abord identifier les postes en difficulté, les futurs recrutements et les formations nécessaires. Ensuite, le salarié concerné garde son salaire et son contrat de travail pendant toute sa formation. Cet accompagnement, d'ailleurs, est essentiellement pris en charge par l'État. Le jour où il est effectivement recruté par son nouvel employeur, eh bien, il n'a plus qu'à démissionner. Alors, aucun objectif chiffré n'a été fixé, mais il y a déjà une enveloppe de 500 millions d'euros prévue sur 2 ans. Précisons enfin que ce mécanisme issu de la dernière concertation organisée en octobre dernier a pour une fois rassemblé l'unanimité des syndicats de salariés comme ceux d'employeurs. Merci beaucoup David. Voilà, c'était une petite intro, c'était les infos. Juste le temps de resituer ce que sont les transitions collectives dans un premier temps avant d'aller un petit peu plus loin et développer le sujet avec nos intervenants du jour. Alors, je reviens sur le diaporama. Voilà, alors, certes, on en parle aux infos. Avant peut-être d'aller présenter nos intervenants, un petit point sur les inscrits à ce webinaire. Je suis Nicolas Boisard, chargé de mission au sein du CARIF-OREF, Pays de la Loire. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire et pendant lequel nous allons entendre un certain nombre de personnes nous détailler plus avant les transitions collectives, à savoir M. Larcher de la Directe Pays de la Loire, M. Compara pour l'OPCO des entreprises de proximité, Emmanuel Soyer en nom du groupement Évolution et Johan Gagneux pour Transition Pro Pays de la Loire. Nous allons voir tout à l'heure justement les interventions de tout un chacun. Il est temps pour moi de passer la parole à Monsieur Larcher de la Directe pour nous présenter le cadre global du déploiement du dispositif de reconversion transition collective. À vous, Monsieur Larcher. Donc, l'idée étant de proposer aux salariés de s'engager dans un cycle de formation visant à une certification et je le disais, sur des métiers identifiés comme porteurs ou peinants à recruter. Faisant comme constat que dans le contexte actuel, il y a des entreprises qui sont confrontées à des difficultés et sur lesquelles certains emplois peuvent se trouver menacés, mais il y a aussi sur les bassins d'emploi des entreprises qui continuent à rencontrer des difficultés de recrutement. Et c'est donc cet appairement le plus fin possible que le dispositif transition collective a pour ambition de mettre en place, tout en sécurisant l'emploi du salarié, puisque l'objectif principal, c'est effectivement de faire en sorte que ce salarié puisse accéder à un nouveau projet professionnel sans avoir à passer par la case demandeur d'emploi. Donc, on est vraiment sur un dispositif qui vise à sécuriser les passerelles d'une entreprise à une autre et faire en sorte que sur un même territoire, les entreprises puissent également travailler de concert pour que celles qui sont en plus grande difficulté et qui sont en phase de potentiel décrutement puissent pourvoir finalement via des compétences et des nouvelles formations les emplois d'entreprises qui sont, elles, en recherche de recrutement. À ce titre, et c'est un travail qui a été construit en fin d'année et qui va faire l'objet d'une mise à jour progressive, le dispositif transition collective, comme je le précise, a vocation à financer des parcours sur des métiers prioritaires ou porteurs. Et dans ce cadre-là, donc une première liste de ces métiers prioritaires a été publiée
sur le site de la Directe. Elle est, je dirais, la résultante d'une concertation qui s'est menée en fin d'année dernière, qui a vocation à être actualisée, à être amendée, parce que c'est cet objectif particulier qui est recherché, c'est accompagner la formation de salariés sur des métiers dans lesquels on peut espérer, sur le territoire, en proximité, pouvoir recruter. S'agissant de la mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif, donc l'objectif était la mise en œuvre à compter de janvier. Donc vous l'avez entendu, la ministre du Travail a lancé très officiellement le 1er février ce dispositif et on y travaille avec l'ensemble des parties prenantes depuis maintenant 2 mois pour faire en sorte que très rapidement ce dispositif soit complètement opérationnel et on vous présentera de façon très simple et détaillée finalement quels sont les acteurs qui rentrent dans la démarche et quels sont les acteurs qui sont les interlocuteurs, notamment des entreprises et des salariés, pour permettre que ce dispositif se déploie le plus facilement possible sur le territoire. Il mobilise l'ensemble des partenaires de l'emploi et de la formation au plus près des entreprises et au plus près des salariés. C'est aussi un autre enjeu particulier, c'est comment on assure une dynamique territoriale de proximité, parce que le constat qui est souvent fait lorsqu'il y a des ruptures contraintes de contrat de travail, c'est que les salariés ont plutôt tendance à s'engager dans des mobilités professionnelles plutôt que dans des mobilités géographiques, compte tenu de contraintes qui sont propres à chacun, mais qui sont souvent des contraintes personnelles qui ne leur permettent pas de se projeter sur des distances longues, compte tenu de ce que ça peut avoir comme incidence pour eux. Donc, importance de cette collaboration, j'y rajouterai aussi les acteurs du développement économique du territoire, puisque c'est aussi pour eux la capacité de faire remonter des besoins qui s'expriment sur le territoire et qui se traduisent ensuite au sein des entreprises en besoin de compétences. Pour être tout à fait opérationnel, et je pense que c'est important de pouvoir décrire d'abord quel est le cheminement de cette démarche, mais aussi quels sont les acteurs qui vont intervenir dans la construction de ce parcours. Donc, vous indiquez qu'il y a un certain nombre de phases qui sont mises en place dans ce cadre-là et qui vont faire appel à un certain nombre d'interlocuteurs, d'intervenants qui sont connus des entreprises et qui vont apporter, dans le cadre du déploiement de ce dispositif transition collective, leur contribution pour faciliter la prise en main par l'entreprise, par les salariés de ce nouveau dispositif. Donc, le premier acteur qui va intervenir dans cette construction, et je laisserai M. Compara donc, illustrer le rôle qu'a l'opérateur de compétences dans l'entrée de l'entreprise dans la démarche qui est celle de transition collective, puisque effectivement la démarche initiale pour ce qui est de l'entreprise, c'est sa capacité à pouvoir identifier ceux des métiers qui sont fragilisés au sein de son entreprise. Ça passe pour les plus grandes d'entre elles par des démarches de GPEC qu'elles ont l'habitude de mener, puisque pour certains nombres, et notamment pour les plus de 300, il s'agit de thématiques, je dirais, de négociations obligatoires dans les entreprises. C'est parfois plus compliqué pour celles des plus petites, notamment les moins de 300 salariés, pour lequel cet exercice de travail de prospection, d'anticipation reste un exercice compliqué, à la fois parce que les conditions de marché, parfois pour ces entreprises, sont aussi peu lisibles, mais aussi, et c'est souvent le cas, parce que malheureusement, un certain nombre d'entre elles n'ont pas forcément des fonctions RH suffisamment structurées pour leur permettre de travailler en lien avec leurs représentants du personnel au sein de l'entreprise pour pouvoir être en capacité d'identifier ceux des emplois qui sont potentiellement fragilisés ou menacés au sein de leur entreprise. Monsieur Compara, je vous laisse prendre la main sur ce volet-là. Oui, merci Monsieur Larcher, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce matin.
Je retiendrai juste en introduction très rapide les éléments que vous avez présentés, Monsieur Larcher, que Nicolas a pu évoquer aussi tout à l'heure, autour de mots comme le partenariat, l'anticipation, le réseau TPE-PME et puis cet ancrage territorial fort tel que vous l'avez évoqué. C'est dans ce contexte global qu'il nous est demandé à nous, OPCO, d'être un des partenaires qui va contribuer à l'entrée du dispositif des entreprises. Cette entrée des entreprises dans le dispositif Transco passe par plusieurs étapes. Il y a une étape qui est centrale, qui est celle de la détection et de l'information, c'est-à-dire cette capacité à repérer les problématiques d'entreprise, aussi bien dans ce qu'elles ont comme difficulté de rencontrer ces nécessités de changement et les sujets que ça peut poser au niveau de l'emploi, que comme vous l'évoquiez, ces entreprises qui sont, elles, en dynamique et qui vont être plutôt en situation de recruter et d'appeler de l'emploi. Donc, du point de vue de la méthode de travail, et je pense que c'est assez générique sur l'ensemble des OPCO, on va s'appuyer sur les travaux qui sont réalisés par les branches professionnelles pour avoir une vision, je dirais, structurante, peut-être moyen-long terme, un peu de cadrage et qui nous donne à voir sur les tendances, les grandes tendances des métiers, des compétences attendues en fonction des évolutions techniques, sociétales, des évolutions de marché. Et puis, c'est parfois des évolutions structurantes qui doivent se mettre en œuvre à beaucoup plus court terme avec ce qu'on connaît des contraintes sanitaires. Donc, ces travaux d'observatoire de branche constituent un premier outil, une première matière première pour travailler sur ce sujet de la détection. Il y a bien entendu, et on l'évoquait quand on parlait d'ancrage territorial et de besoin de proximité, le travail qui est fait par l'ensemble des conseillers qui vont aller au contact des entreprises pour travailler sur ce sujet du repérage des difficultés qu'elles peuvent rencontrer et puis des métiers dits fragilisés ou au contraire des opportunités. C'est là où on pose la première brique de ces conditions de synergie entre des entreprises donneuses et receveuses et qu'on va être en situation de diffuser de l'information sur ce dispositif Transco. Alors, c'est de l'information qui va être, j'allais dire, institutionnelle, telle qu'elle existe déjà avec un certain nombre de documents de référence comme des flyers, des relais sur les sites Internet, les réseaux sociaux. C'est aussi la capacité à mettre en œuvre de la communication qui soit plus personnalisée parce que vous évoquiez, alors c'est le cas en particulier chez nous, l'OPCO des entreprises de proximité, mais c'est la réalité de notre bassin, c'est la masse des TPE-PME qui n'ont pas forcément les moyens ou la culture de la pratique RH et qui ont donc besoin de cette grande proximité, peut-être dans un premier temps pour être rassurés et de comprendre qu'on est bien dans une dynamique partenariale et territoriale où elles vont trouver là de la ressource pour ne pas être seules dans la situation de changement qu'elles ont à affronter. Et puis faire passer ces messages là où peut-être le chef d'entreprise est dans un ordinaire d'activité, de contrainte de chiffre d'affaires qui fait que c'est difficile pour lui de lever le nez du guidon, comme on a l'habitude de dire familièrement. On a travaillé sur le sujet de la détection, on a essayé de poser un certain nombre de données structurantes, moyen-long terme, qu'on accorde avec des données macroéconomiques, on est au plus près du contact des entreprises et puis on va matériellement accompagner les entreprises sur alors soit la rédaction de l'accord ou alors avec de l'intervention de prestataires externes puisque on va retrouver dans l'offre de service de la majorité des OPCO la possibilité de mobiliser des prestations, alors on les appelle type PCRH aujourd'hui, mais en tout cas appui conseil d'une façon générale, mais garder à l'esprit également que puisque le dispositif prévoit aussi des modalités d'action simplifiées pour les plus petites entreprises, c'est aussi un accompagnement de proximité qui pourra être réalisé par les collègues conseillers des réseaux OPCO. Pour poursuivre et sans prendre trop de temps pour respecter le timing, mais c'est bien cette traduction que l'ambition qui est faite, c'est d'avoir de l'entreprise une approche globale. Je crois que les partenaires que nous sommes accordés sur l'idée qu'il ne s'agissait pas de vendre un objet pour vendre un objet, mais bien de profiter de cette opportunité de se mettre en synergie l'ensemble des partenaires que nous sommes sur le territoire pour proposer une démarche d'accompagnement et d'approche globale de l'entreprise. Donc voilà pour cette première partie d'accès au dispositif. Merci. Et effectivement, pour synthétiser, la démarche initiale est une démarche fondamentale et qui est nécessaire, celle d'identification des emplois qui sont fragilisés au sein des entreprises
Et à ce titre, dans le cadre du déploiement de ce dispositif, on souhaite faire en sorte que pour les entreprises et les plus petites d'entre elles, je dirais, cet obstacle ne soit pas un obstacle infranchissable et puisse être fortement accompagné, comme le disait M. Compara, à la fois par le travail des conseillers des OPCO, mais aussi, le cas échéant, en s'appuyant sur des interlocuteurs extérieurs dédiés, des cabinets de consultants qui sont sur ces sujets et qui vont pouvoir apporter le complément d'appui et d'information dont aura besoin l'entreprise pour pouvoir formaliser cet élément indispensable à l'entrée dans le parcours de construction transition collective. Le deuxième point important sur lequel on va devoir agir et qui est, qui prend la suite finalement de l'identification des emplois fragilisés, puisque une fois que vous avez identifié des emplois fragilisés, vous identifiez que sur ces emplois, il y a des salariés. Donc la phase importante qui est en temps 2, c'est vraiment la phase d'information des salariés. Et à ce titre, on va s'appuyer sur les opérateurs CEP et notamment sur l'opérateur qui représente principalement donc, les acteurs pour l'accompagnement des actifs en emploi. Et je laisse la parole à Madame Soyer. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir vous présenter notre contribution sur ce nouveau dispositif. Donc, je représente le groupement Évolution qui déploie le service du conseil en évolution professionnelle sur les Pays de la Loire. Mais il y aura également dans la boucle, notamment au niveau de l'information des salariés, l'APEC qui pourra également, en tant qu'opérateur CEP des cadres, et Cap Emploi en tant qu'opérateur CEP des personnes en situation de handicap, qui pourront également intervenir sur la phase d'information auprès des salariés. Donc, et puis Transition Pro, puisque l'idée, c'est qu'on puisse aussi co-animer ces réunions d'information en articulation CEP et Transition Pro, puisqu'on interviendra tous les deux dans le suivi des personnes qui rentrent dans le dispositif de Transco. Donc, on aura un rôle d'information une fois que les accords seront signés, déposés auprès de la directe et sur le système d'information de Transition Pro. On pourra animer des réunions d'information auprès des salariés qui occupent les postes sur les métiers menacés dans les entreprises. Donc, on s'organisera entre les opérateurs CEP et Transition Pro pour pouvoir les informer sur le dispositif, leur montrer l'intérêt avec les financements qui sont adaptés dans Transco, les modalités d'accompagnement et ensuite, sur la base du volontariat, puisque ce dispositif et l'intégration des salariés dans Transco est vraiment lié à, je dirais, sur la base du volontariat de la part des salariés, de pouvoir rentrer en accompagnement CEP avec une prise de rendez-vous qui se fera, je dirais, soit immédiatement à l'issue de l'information collective si les personnes sont partantes pour pouvoir intégrer le dispositif, ou ultérieurement, ils pourront toujours revenir vers nous pour rentrer en accompagnement CEP. Voilà pour cette première partie d'information collective. Alors, si vous pouvez passer, Nicolas, voilà, merci. Ensuite, donc les personnes et les salariés qui souhaitent rentrer en accompagnement, on pourra donc leur proposer un accompagnement, je dirais, du même type que le CEP, le conseil en évolution professionnelle classique, avec la construction et l'élaboration du projet de transition professionnelle. On pourra accompagner les salariés dans l'exploration des métiers de l'ensemble des secteurs et également leur donner de la visibilité sur les secteurs porteurs qui figurent notamment dans la liste régionale. Avec un certain nombre d'informations sur les critères de recrutement, les compétences demandées, les conditions de travail, la possibilité pour les salariés de pouvoir faire une immersion en entreprise dans le cadre d'une PMSMP, et également rencontrer des professionnels des différents métiers ciblés. On travaille également avec les salariés sur l'analyse de leurs compétences et des compétences qu'ils peuvent transférer dans ces métiers.
Ensuite, une fois que je dirais, le projet est validé et le métier cible est bien identifié, on va travailler avec eux sur les différents scénarios possibles de mise en œuvre via notamment Transco, mais peut-être pour certains, ce sera aussi via d'autres dispositifs. Voilà. Ensuite, une fois que le projet est validé et puis les différents scénarios possibles sont construits, on travaillera avec la personne sur le ciblage de la formation adaptée, l'ingénierie de parcours de formation avec peut-être des actions hybrides avec un mix formation, VAE, pourquoi pas, et identifier le financement possible et si effectivement c'est Transco qui est adapté compte tenu de leur projet. Donc, on a un rôle à jouer sur l'analyse de l'offre de formation, l'accompagnement vers les organismes de formation adaptés, l'interaction avec les organismes sur le positionnement et l'analyse des compétences déjà acquises pour ajuster au mieux les parcours de formation. Et ensuite, comme sur un dispositif PTP par exemple, on passera le relais à Transition Pro pour l'instruction et je dirais donc toute l'analyse du projet au regard de Transition Pro. Donc je vais passer la main à Johan Gagneux de Transition Pro qui va pouvoir vous présenter le rôle de Transition Pro ensuite. Bonjour à tous, donc Johan Gagneux, je représente Transition Pro ce matin. Comme les collègues, maintenant on va s'appeler les collègues, comme les collègues partenaires, je suis ravi de pouvoir vous présenter quelle est la place de Transition Pro dans ce dispositif et je crois, sans faire trop de redites, mais que la mobilisation de tous les acteurs et ces partenariats que l'on construit déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années finalement, se concrétisent à travers Transition Collective et permettront la réussite de ce dispositif au service des salariés, au service également des entreprises et des besoins en compétences exprimés par les entreprises sur les territoires. Alors, le rôle de Transition Pro sur Transition Collective, il va intervenir donc effectivement sur la phase vraiment de mise en œuvre, c'est-à-dire d'instruction des demandes de financement, avec effectivement l'ingénierie financière qui va avec en fonction de la taille de l'entreprise et des niveaux de prise en charge. Et puis sur l'organisation et la mise en œuvre des commissions d'examen paritaires qui seront là aussi mensuelles et sur lesquelles les demandes de financement seront du coup évaluées avec, in fine, bien entendu, le financement des parcours de formation selon les modalités qui ont été définies. Donc, quand on parle financement, on parle bien à la fois des coûts pédagogiques, bien entendu, mais également de la rémunération dans les conditions et les modalités définies par le dispositif. Petite information, enfin petite, non, grosse information sur notre système d'information à Transition Pro. Dès le 22 février, vous allez voir apparaître sur le site de Transition Pro et sur les espaces personnels Transition Collective, sur lequel les entreprises pourront déposer l'ensemble des documents et les salariés, d'ores et déjà, pour ceux qui seront concernés, pouvoir déposer, engager des demandes de financement dans le respect, bien entendu, des différentes étapes. On a un système d'information qui se prépare, qui est presque prêt à pouvoir intégrer techniquement, j'allais dire, Transition Collective. Sur la mise en œuvre du parcours de formation, on va le faire à deux voix. Emmanuel, je te laisse démarrer, puis je complète. Ouais. Une fois que je dirais effectivement le financement est validé, la personne rentre en formation. Alors nous on a un rôle CEP, c'est en cas notamment de refus de financement,
On doit accompagner et reprendre, je dirais, l'accompagnement pour trouver d'autres solutions ou éventuellement réajuster le parcours. Mais sur transition collective, on aura un rôle d'articulation très important, je pense, en amont des commissions pour éviter au maximum les refus de financement, puisque compte tenu de la spécificité, je dirais, de la demande des bénéficiaires, on essaiera au maximum de pouvoir vérifier en amont que le maximum de chances que le dossier passe en commission. Cependant, on a un rôle à jouer effectivement pendant la formation en cas de difficulté ou de questionnement de la personne, et surtout on a un rôle au cours de la formation dans la préparation au repositionnement en emploi à l'issue de la formation. Donc on pourra être en lien avec les bénéficiaires un peu avant la fin de la formation pour travailler leur projet de repositionnement, tous les outils de communication pour pouvoir candidater dans les entreprises recruteuses, mais également pour pouvoir bien cibler les entreprises recruteuses du territoire. Et là, on va particulièrement être en lien avec les acteurs emploi du territoire, et notamment dans le cadre de Transcro, il y aura des plateformes territoriales qui vont permettre aussi de recenser et de fluidifier, je dirais, et de bien identifier tous les potentiels d'emploi sur chaque territoire. Donc on sera, et les conseillers en évolution professionnelle seront en lien avec ces plateformes pour pouvoir bien donner la bonne information aux bénéficiaires et fluidifier leur repositionnement en emploi. La spécificité sur Transco, c'est que la personne, comme le disait Monsieur Larcher, aura le choix à l'issue de sa formation, selon l'évolution je dirais, de l'activité de l'entreprise dans laquelle il est toujours salarié pendant sa formation, de pouvoir partir sur, je dirais, une hypothèse de repositionnement en emploi dans une autre entreprise, ou la possibilité éventuellement de rester également dans l'entreprise, compte tenu de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Donc, les deux solutions sont possibles. Donc, on a un rôle à jouer dans l'intégration en emploi à l'issue du parcours de formation, ce qui est une spécificité du Conseil en évolution professionnelle sur ce dispositif. Et Transition Pro a un rôle à jouer. Je repasse la main également à Johan. Je l'apprends. Nous, sur la mise en œuvre du parcours de formation, on aura un rôle de suivi administratif et financier, bien entendu, avec tout l'aspect règlement, qui est forcément très important. Puis également, mais en lien étroit avec le CEP, c'est effectivement de prévenir les risques d'abandon et les difficultés. On sait très bien, nous tous, que les parcours de formation ne sont pas toujours un chemin tranquille et que les personnes peuvent être confrontées à des doutes et qu'il faut pouvoir aussi garder ce lien, bien entendu, pour permettre la réussite du parcours de formation qui fera la réussite de la transition. Et donc, c'est important, effectivement, qu'avec l'opérateur CEP, Transition Pro, dans son rôle de suivi administratif et financier, qu'on puisse travailler ensemble pour avoir la pleine réussite de ces parcours de formation. Je me permets juste d'intervenir. Il y a de premières questions qui commencent à arriver dans la zone de conversation, notamment une de Juliette qui nous pose la question de plateforme. Je me permets de l'inviter à attendre un tout petit peu parce qu'on va en parler dans la suite de la présentation de ce webinaire. Marie-Noëlle, quant à elle, pose la question de savoir ce qu'il se passe si l'entreprise ne se maintient pas pendant le parcours du salarié, notamment sur le financement. Peut-être sur la question du financement, on y revient aussi juste après, puisque c'est un point une photographie qu'on voulait faire avec vous sur ce dispositif. J'en profite peut-être que j'ai la parole simplement pour vraiment réappuyer sur le caractère volontaire de l'entrée dans la démarche du salarié et la nécessité pour que réussisse ce dispositif, à la fois qu'on communique largement et au bon moment auprès des entreprises, parce que lorsqu'elles sont réellement en très grande difficulté, je dirais que ça peut parfois être compliqué de pouvoir les engager dans une démarche qui nécessite la négociation et la conclusion d'un accord de GEPP. Donc, évidemment, les choses doivent se faire
autant que faire se peut en anticipation. Et puis, il y a un point aussi de vigilance important sur lequel collectivement on doit travailler, et à la fois les parties prenantes qui interviennent aujourd'hui, mais aussi chacun des acteurs qui est présent aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer largement auprès des représentants des salariés. Et on a commencé à le faire pour lever parfois aussi dans les entreprises les doutes qui pourraient se lever finalement, en tout cas se mettre en évidence pour des salariés qui ne comprendraient pas nécessairement pourquoi on leur propose ce type de dispositif. Donc, bien indiquer que c'est aussi une logique de sécurisation de leur parcours professionnel. C'est d'abord une sécurisation de leur emploi, puisque, on l'a dit, mais le contrat de travail est maintenu, et c'est à l'issue de ce parcours que le salarié et ou l'entreprise vont faire le choix d'un maintien ou d'une rupture du contrat de travail pour se projeter vers un nouveau projet s'agissant du salarié. Donc, c'est vraiment un point essentiel. Et puis, c'est lui donner les moyens, par l'ensemble des outils qui existent aujourd'hui, de construire son propre parcours professionnel. Sachant qu'on sait que c'est une des ambitions de la loi de septembre 2018, mais qu'il y a encore beaucoup de travail de pédagogie à mener au sein des entreprises pour faire en sorte que cet objectif partagé par tous puisse être mobilisé pleinement par l'ensemble des acteurs, et notamment par les actifs salariés. Très bien, Monsieur Larcher. Je me permets juste, dans ces cas-là, effectivement, d'inviter les uns les autres pour les questions qui se posent à attendre un petit peu qu'on avance également dans cette présentation. Peut-être que certaines questions auront déjà leur réponse d'apporter. Je me permets de présenter le point suivant. Oui, donc sur le volet du financement, donc, comme c'était dit dans la petite vidéo, hein, l'État a mobilisé au niveau national, dans le cadre du plan de relance sur la période 2021-2022, 500 millions d'euros, avec vraiment un objectif de faire en sorte que pour la majorité des entreprises, vous le voyez, notamment les entreprises dont l'effectif est de moins de 300 salariés, le dispositif se mobilise sans coût pour l'entreprise, puisqu'il y a une prise en charge par l'État de l'ensemble des coûts attachés à ce dispositif, à la fois les coûts pédagogiques, mais aussi les coûts de rémunération pendant la période de formation du salarié. Et pour les autres entreprises, les plus grandes d'entre elles, la prise en charge reste significative, 75% pour les moins de 1000 salariés, et puis encore 40% pour les plus de 1000. Donc, versus un financement entreprise, compris entre 25 et 60%. Donc, on le voit, on parlait notamment pour ces entreprises de la nécessité que le salarié soit volontaire à s'engager dans la démarche. Au même titre, évidemment, l'entreprise va devoir aussi valider ce process qui s'inscrit dans une démarche spécifique pour elle, parce qu'elle pourrait être, le cas échéant, mobilisée pour apporter un cofinancement au parcours du salarié. Sur le pilotage, et c'est plus pour vous donner à voir comment nous sommes amenés à travailler, donc on le redit, mais pour nous, l'important, c'est que opérationnellement, l'ensemble des acteurs soient rapidement disponibles pour que le dispositif puisse se mettre en place. On y travaille, et je pense qu'on est en train d'aboutir à une organisation qui nous permettra de communiquer rapidement auprès des entreprises, de s'appuyer sur la communication nationale qui devrait également se faire dans les prochains jours pour permettre que ce dispositif soit pleinement opérationnel pour les entreprises qui en exprimeraient le besoin. L'organisation qu'on met en place, mais vous avez aujourd'hui la majorité des parties prenantes, participants et intervenants à l'occasion de ce webinaire, se fait dans le cadre d'un pilotage régional et, comme on le verra, en s'appuyant sur les plateformes territoriales, Madame Soyer en a un peu parlé déjà, qui sont des acteurs relais, acteurs de proximité, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les salariés, pour faire en sorte qu'on puisse, dans l'objectif partagé qui est celui de dynamiser sur un bassin d'emploi, je dirais, les besoins de compétences et les dynamiques qui sont créées, ces plateformes territoriales vont être un relais nécessaire et indispensable pour être en capacité de capter
à la fois celles des entreprises qui sont en difficulté et celles qui sont en phase de recrutement ou qui expriment à moyen terme des besoins spécifiques en termes de compétences. Très bien. Hop là. Désolé, petit souci. Peut-être pouvons-nous en profiter pour reprendre quelques questions avant de faire la transition justement sur les notions de plateforme qui étaient évoquées. J'ai vu d'autres questions qui apparaissaient. La notion d'entreprise, Béatrice qui demande si quand on parle d'entreprise, on parle aussi d'établissement. Enfin, quel périmètre en fait de prise en compte des entreprises? On a évoqué là la taille des entreprises, un financement par taille des entreprises. Quid sur le type de structure en tant que telle? Parce qu'on parle aussi des établissements, donc. Alors, on parle aussi des établissements, mais s'agissant du financement, l'élément à prendre en compte, c'est l'entreprise. Donc, c'est l'additionnalité des établissements qui va conduire à ce qu'on identifie la prise en charge publique, le niveau de la prise en charge publique. Très bien. Nathalie, dans la même registre de questions, pose la question des agences d'intérim qui pourraient être prises également comme entreprises. Quid? Peut-on aussi parler on ne l'a pas dit, mais les salariés qui sont éligibles, et peut-être que M. Gagneux pourra compléter, puisqu'on s'appuie sur des dispositifs qui sont déjà existants s'agissant de l'éligibilité des salariés à ces dispositifs. Mais en tout état de cause, l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail français sont éligibles au dispositif transition collective. Donc, à la fois ceux qui sont aujourd'hui en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, mais aussi ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail temporaire. Très bien. Autre point, et puis on va poursuivre. Oui, je ne crois pas l'avoir entendu, mais la notion de seuil pour la prise en charge de la rémunération, vous l'avez évoqué, je suis désolé, je n'ai peut-être pas entendu. Y a-t-il un seuil maximum pour la prise en charge de la rémunération? On a parlé de... Pas à ma connaissance, mais sur le contrôle de l'association Transition Pro, puisqu'on est sur des règles de calcul de prise en charge qui correspondent à ce que Transition Pro met en œuvre classiquement pour les parcours individuels. OK. Johan? Oui, donc si on relie ça effectivement aux règles de parcours qu'on peut financer dans le cadre du PTP, il n'y a pas une logique de plafond en termes de rémunération, mais il y a une logique effectivement de prise en charge où quand la personne gagne moins de 2 fois le SMIC brut par mois, c'est 100% de la rémunération qui est pris en charge. Quand la personne dépasse les 2 fois le SMIC brut par mois, c'est 90% qui va être pris en charge. Très bien, merci. Peut-être une dernière question, on parlait de pilotage, coordination. Je vois de Marie-Noël qui pose la question du portage, qui porte la coordination de chacun des projets sur chaque territoire. Elle demande si c'est les branches. Et puis, est-ce qu'on peut préciser concernant notamment les aspects gestion du budget alloué, organisation opérationnelle? Enfin, voilà, une question complémentaire. Oui, du coup, ça permet de peut-être faire le lien avec la présentation des plateformes territoriales, puisque ça va nous permettre d'identifier l'enjeu de ces plateformes et l'intérêt de leur mise en place. Donc, à l'occasion de la présentation de ce dispositif en fin d'année dernière par la ministre et les partenaires sociaux, le ministère du Travail a souhaité communiquer via un appel à manifestation d'intérêt pour susciter ou développer des projets de plateformes territoriales d'appui aux transitions professionnelles, dont l'objectif premier est de faciliter les collaborations territoriales et de faciliter notamment le déploiement de transitions collectives en assurant peut-être une meilleure coordination des différents acteurs sur le territoire, de l'emploi, de la formation, mais aussi d'autres interlocuteurs du développement économique qui ont à connaître d'un certain nombre d'informations qui sont essentielles s'agissant des entreprises et qui peuvent être à la fois un élément qui déclenche la mobilisation du dispositif, mais aussi qui peut être, comme le disait M. Compara, une entreprise receveuse de compétences. Donc, l'intérêt étant de faire cette passerelle la plus naturelle possible. Et dans ce cadre-là, cet appel à manifestation d'intérêt auquel ont répondu une petite centaine d'acteurs sur l'ensemble du territoire national. Pour ce qui nous concerne, nous avons eu 8 réponses, dont 6 qui ont été portées par OPCOP, mais je laisserai M. Compara le repréciser.
les acteurs qui ont pu se faire connaître sont de tous ordres. On a des établissements publics de coopération intercommunale. On a des territoires CLEFOP pour ce qui nous concerne, puisqu'on est organisé sur les territoires avec des instances de concertation État-région, partenaires sociaux, mais également étaient mobilisables potentiellement les territoires d'industrie, les collectivités, je le précisais. Donc, l'ensemble des acteurs qui se sentent pouvoir intervenir sur cette thématique-là pouvaient répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. L'enjeu étant vraiment que ce soit s'il y a un porteur désigné ou un coportage désigné, mais que ce soit vraiment un travail de collaboration étroit qui se construise au niveau des territoires pour faire en sorte que l'ensemble des informations, l'ensemble des initiatives puissent être coordonnées et dans l'intérêt d'une plus grande efficience dans le déploiement du dispositif transition collective. Peut-être pour illustrer, Monsieur Comparin, votre implication dans la démarche des appels à manifestation d'intérêt. Oui, absolument, volontiers. Vous dire que quand cet appel à manifestation d'intérêt est paru, on a essayé d'être assez réactif à l'échelle de notre réseau. On a pu faire remonter sur l'ensemble du territoire national 41 territoires de projet, et finalement, ces territoires de projet n'étaient pas, construits. Je ne sais pas qui on entend. C'est pas dans mon bureau, hein, c'est pas chez moi. On avait déjà et on n'est pas les seuls parmi les partenaires qui sont là, parce que Johan, Emmanuel l'a dit, puis les collègues et confrères des autres OPCO, je pense, sont des situations comparables, mais il y avait déjà un travail conséquent qui était mené sur ce sujet des transitions professionnelles, ce qui nous a permis donc d'être réactifs dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, et donc de pouvoir faire remonter ces 41 territoires de projet. Alors notre projet a été retenu au titre de la filière de proximité qui incarne bien notre ADN. Et pour vous éclairer, le sujet de la filière de proximité, c'est de raisonner sur des TPE-PME à l'échelle de nos territoires et de mettre en avant ces entreprises de petite taille qui sont orientées plutôt vers les particuliers, qui sont très ancrées localement, et puis avec des problématiques territoriales qui sont fortes et qui avaient déjà été identifiées autour des problématiques de centre-ville, de villes moyennes, mais aussi de territoires touristiques. Donc, avant même, je dirais, l'objet Transco en tant que tel, il y avait ces démarches dont l'objectif était, par de l'action de proximité, de l'action partenariale, d'être un des acteurs qui contribue à trouver des éléments de réponse quand il s'agit de faire matcher les difficultés rencontrées par les entreprises ou les besoins en emploi exprimés par les entreprises, et puis l'état des ressources disponibles sur le territoire. Nicolas, on peut poursuivre. Pour la région Pays de Loire en particulier, les 6 territoires évoqués par Denis Larcher, l'agglomération du Choletais, Angers, Château-du-Loir, Châteaubriand, le littoral vendéen et Nantes. Donc ces territoires identifiés par tout le travail qui était réalisé en amont d'enquêtage auprès des entreprises, de prise en compte d'une réalité macroéconomique et territoriale qui nous font penser qu'on a là un objet à traiter soit sur ces entreprises en mutation, mais y compris sur des entreprises qui expriment des besoins en recrutement et donc la création de ces passerelles. On l'évoquait, alors c'est comme toujours quand on évoque des partenariats et qu'on cite des noms, on prend le risque d'oublier plein de monde. Bon, moi je suis resté ici à la mesure des collègues qui participaient ce webinaire ce matin. Il y en a d'autres, mais simplement l'idée qu'on souhaitait faire passer, c'est qu'il y avait déjà des dynamiques ou une dynamique qui était engagée et qui sera mise au service de ce projet. Rappelez, comme on le disait, que le premier de nos sujets est bien de travailler, et c'est là où on se dit qu'on peut créer de la valeur sur la détection des entreprises, et que quand on évoque la dimension de mise en œuvre, de portage ou de pilotage, eh bien que le sujet va bien être la mise en commun de ces informations pour que chacun des partenaires du dispositif trouve sa place en parfaite opérationnalité. Et puis, rappelez, ça avait été dit, donc je ne m'étends pas sur le sujet, mais qu'en termes d'accompagnement, finalement, on proposera selon la nature de la prestation dont a besoin l'entreprise, un accompagnement des collègues conseillers qui ont déjà cet ADN de proximité de l'entreprise,
ou bien faire appel à un prestataire externe puisqu'on a déjà le bénéfice d'outils et de conventions qui préexistent avec le concours notamment des services de la Directe. Très bien, merci. Je crois qu'il restait un tout petit bout, je me trompe, pour finir en beauté, non? Pour finir en beauté, là, c'est vraiment la conclusion du webinaire, mais je regarde juste, on n'en est pas très loin, le temps avance, il nous reste 5 minutes. La question qui se pose maintenant, c'est justement concernant les questions, est-ce qu'on y a répondu, en tout cas au moins majoritairement, je suppose. La toute dernière qui s'est posée de Juliette concernait la notion d'un outil de suivi national et la notion d'une plateforme dématérialisée qui permettrait au niveau territorial de bien coordonner le projet. Monsieur Larcher, en regard, vous avez partagé un lien vers la boîte à outils pour les entreprises sur le champ des mutations économiques, présentée par la Directe Pays de la Loire. Est-ce qu'on a oublié certains points dans les questions ou est-ce qu'il reste des questions au moment où on se parle sur ce qu'on a pu évoquer? J'imagine qu'il y a des questionnements qui ne manqueront pas d'arriver en tout cas, mais est-ce qu'il y en a là pour les quelques minutes qui nous restent? Ah, apparemment oui. Alors, le salarié, la question de Christine sur le minimum d'ancienneté. Ah oui, c'était une question qui était posée précédemment. Le minimum d'ancienneté dans l'emploi pour pouvoir bénéficier du dispositif. Merci Christine d'avoir relancé la question. Alors, je laisse peut-être M. Gagneux répondre parce que là aussi, on est sur les mêmes critères d'éligibilité que le PTP classique. Oui, donc sur l'ancienneté qui correspond effectivement aux règles du PTP, donc pour les personnes en CDI, on est sur 24 mois d'ancienneté professionnelle, dont 12 mois en CDI dans l'entreprise à la date de départ en formation. Pour les personnes en CDD, on sera sur 24 mois d'ancienneté sur les 5 dernières années, dont 4 mois de CDD au cours des 12 derniers mois. Voilà, donc on reste sur les règles qu'on connaît. C'est aussi une manière de ne pas complexifier et d'avoir aussi des points de repère qui parlent à tout le monde et aussi à nos interlocuteurs premiers que sont les salariés et les entreprises. Donc, on est sur ces règles-là et même chose pour le public intérimaire où là, c'est un petit peu plus fourni en termes de règles et d'ancienneté. Là, je vous inviterai à aller les consulter sur notre site internet directement. Peut-être il y a des dernières questions qui arrivent sur le sujet de la rupture du contrat de travail. Donc, il est laissé à la main des salariés et des entreprises quand ils reviennent au sein de l'entreprise. Le salarié a un droit à un retour au sein de son entreprise. Après, c'est le salarié et l'entreprise qui vont faire le choix de maintenir ou pas. Ce qui fait que le sujet de la démission ou de la rupture à l'initiative de l'employeur, voire de la rupture conventionnelle individuelle, est un sujet qui est à la main des entreprises. Et puis, s'agissant des plateformes territoriales, notamment sur la question d'un outil dématérialisé, je dirais que ça, on laisse à la main de chacun des acteurs qui souhaitent s'engager sur des plateformes territoriales de transition professionnelle, de construire ou de solliciter la construction d'outils. S'agissant de la Directe, on a les acteurs de proximité qui sont les chargés de développement emploi-territoire qui sont bien sûr à disposition des différents acteurs pour structurer une plateforme territoriale et puis, pour le cas échéant, regarder quels seraient les outils qui pourraient être mis à disposition pour leur permettre de travailler plus efficacement. Sachez simplement qu'au niveau régional, on va mettre en place une plateforme collaborative et que si sur les territoires sont exprimés des besoins d'avoir un outil correspondant, on regardera comment opérationnellement on peut proposer ce dispositif et cet outil. Votre micro est coupé. Merci, merci. Je disais comme de bien entendu, merci M. Larcher. On a tout un ensemble de questions qui arrivent à la toute dernière minute de ce webinaire. Donc, ce qu'on vous propose avec les intervenants, c'est de pouvoir les lister, vous apporter une réponse via un lien
un pad sur lequel on va les recenser. Et pour celles qui n'auront pas déjà reçu réponse dans le cadre du webinaire, on apportera des compléments qu'on partagera à tous les participants à l'issue de ce webinaire. Désolé donc de devoir en rester là pour le moment pour certaines interventions. Il est midi. Merci à tous les participants, merci aux intervenants pour ces présentations extrêmement claires. Et puis, j'ai envie de dire bon vent au projet de transition collective à venir. Et puis, pour les participants et ceux de vos collègues qui n'auraient pas pu participer, vous avez, comme à l'accoutumée également, la possibilité de retrouver les enregistrements des webinaires sur notre site Choisir mon métier pro, ainsi que les supports de l'intervention. Une diapo juste qui file pour vous rappeler qu'il y a quelques dates encore à venir, quelques sujets pour différents types de catégories des acteurs de l'emploi, formation, orientation professionnelle. Je vous remercie tous pour votre participation et puis à très bientôt pour de prochains webinaires et bonne journée à tout le monde.